Débutons l'étude des revenus professionnels avec une introduction tout à fait importante. On va ici jongler avec différentes catégories de revenus imposables, se balader entre les différentes catégories et procéder à ce qu'on appelle en droit un travail de qualification juridique. Un contribuable réalise un revenu et en fonction du contexte factuel dans lequel ce revenu est réalisé, ce revenu va être susceptible de plusieurs qualifications différentes. Dans mon exemple que je vous donnerai un petit peu plus tard, ce sera une qualification de revenu immobilier ou une qualification de revenu professionnel. Ce qui permet de faire le choix entre l'une ou l'autre de ces qualifications, c'est le contexte factuel et voilà, des critères qui permettent de qualifier une situation de fait en droit. Premier contexte envisageable, celui de l'exercice d'une activité professionnelle. C'est quoi une activité professionnelle? C'est un travail répété exercé dans un but de lucre. Il faut qu'il y ait un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle. Donc une répétition suffisante d'opérations. Le critère le plus important est un but de lucre. Que l'activité soit licite ou illicite, peu importe, elle générera, si on a une activité professionnelle, des revenus professionnels taxables. Donc, trafic de drogue, prostitution, ça génère des revenus illicites, mais fiscalement, ce sont des revenus taxables. Bon, il n'en demeure pas moins que dans les faits, ceux qui s'adonnent à ce genre d'activité ne déclarent pas leurs revenus. Okay, ils sont en fraude par rapport au droit fiscal, mais ça, c'est une autre histoire. D'un point de vue conceptuel et théorique, les revenus qu'ils génèrent sont des revenus taxables. Donc, premier contexte imaginable, le contexte de l'activité professionnelle qui suppose une répétition d'opérations. Deuxième contexte possible, et qui se conçoit par opposition à celui de l'activité professionnelle, c'est celui de la gestion normale d'un patrimoine privé. Je vous donne un exemple. Imaginez un contribuable qui est propriétaire d'une peinture qu'il a achetée 100 il y a quelques années. Il décide de la revendre pour des raisons non déterminées qui lui sont propres et il la revend 1000. Il réalise donc une plus-value de 900 sur l'opération, il peut être content, donc il a un revenu de 900, mais ce revenu n'est pas taxable. Pourquoi? Parce qu'il relève de la simple gestion d'un patrimoine privé. Et que, si vous étudiez les différentes catégories de revenus taxables, vous ne verrez aucune hypothèse, aucun cas qui taxe un revenu dans ce contexte de réalisation d'une plus-value qui relève de la gestion normale d'un patrimoine privé. Deuxième contexte possible. Alors, entre les deux, entre l'activité professionnelle et la gestion normale d'un patrimoine privé, vous avez une catégorie intermédiaire et un petit peu plus floue, qui est la catégorie des revenus divers, un contexte qui donne lieu à la réalisation de revenus taxables au titre de revenus divers. Quels sont les critères? Ils sont au nombre de 3. Vous avez le critère de l'activité lucrative
occasionnel, occasionnel par opposition à habituel, hein, qui serait alors une véritable activité professionnelle. Vous avez le critère de la spéculation. Il y a une intention spéculative derrière les agissements du contribuable. Et enfin, vous avez le critère de la gestion anormale de patrimoine privé, par opposition à une gestion normale de patrimoine privé qui, elle, débouche sur une absence de taxation. Donc, je n'en dis pas plus sur les revenus divers qu'on étudiera un petit peu plus loin. Donc, retenez à ce stade 3 contextes différents. Le contexte de l'activité professionnelle où les revenus générés sont des revenus professionnels. Deuxième hypothèse, le contexte de la gestion normale d'un patrimoine privé qui débouche sur une absence de taxation en principe. Retenez également que oui, ce n'est pas toujours une absence de taxation. Si un contribuable perçoit un loyer, il va être taxable sur des revenus immobiliers, le RC, plus 40% dans le cadre d'une location à titre privé. C'est de la gestion normale de patrimoine privé et il est taxé. Si un contribuable perçoit un dividende, dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé, ce dividende est taxable au titre de revenu mobilier. La plus-value sur le tableau, elle est exonérée. Donc c'est le deuxième contexte possible. Troisième contexte possible, entre les deux, ce contexte qui donne lieu à la réalisation de revenus divers. Les 3 critères sont gestion anormale de patrimoine privé, spéculation et activité lucrative occasionnelle. Un cas d'application. Voilà un contribuable qui, assez tôt après avoir débuté son activité professionnelle dans le secteur de la construction, décide de faire l'acquisition d'un premier immeuble. Il s'agit d'une maison qu'il va diviser en 3 appartements. Il occupe un des appartements et il a 2 locataires aux étages. Quelques années se passent, financièrement ça va pas mal pour lui. Il décide donc, après quelques années, de faire l'acquisition d'un second immeuble également composé de 3 appartements et il déménage dans le second immeuble qui est un peu plus luxueux. Donc après quelques années, il se retrouve à la tête de 2 immeubles composés de 6 appartements et il en occupe un. Et avec les loyers qu'il perçoit, il rembourse ses prêts hypothécaires, il continue par ailleurs son activité professionnelle dans le secteur de la construction. Quelques années plus tard, tout se passe pas trop mal pour ce contribuable. Il décide à nouveau d'acheter un 3e immeuble composé également de plusieurs appartements. Et donc, une fois que sa situation est bien établie, hein, dans le temps ça s'étale sur une vingtaine d'années, voilà, le contribuable se retrouve à la tête, propriétaire d'une bonne dizaine d'appartements et il perçoit les loyers de ces appartements. Alors, vu les montants qu'il perçoit mensuellement et aussi les prêts hypothécaires qui touchent tout doucement à leur fin, eh bien, il décide de mettre fin à son activité professionnelle dans le secteur de la construction. Il est, je dirais, un âge normal
pour arrêter de travailler dans ce secteur. Il a la cinquantaine. Et il décide dorénavant de vivre de ses loyers. Alors, il déclare dans sa déclaration d'impôt les revenus cadastraux de ces différents immeubles, à l'exception de celui dans lequel il habite, qui fait l'objet d'une exonération et qui ne doit pas être déclaré. Donc, il postule une taxation de ces revenus au titre de revenus immobiliers. L'administration contrôle son dossier et elle va considérer que, vu le nombre d'opérations, les acquisitions qui s'étalent dans le temps, les emprunts souscrits et les loyers perçus régulièrement, elle considère que ce contribuable, en fait, exerce une véritable activité professionnelle de gestionnaire de biens immobiliers. L'administration donc corrige la déclaration du contribuable et dit en fait, moi, vos loyers, je vais considérer ça comme des revenus professionnels. Il y a eu un contentieux entre ce contribuable et l'administration. Cette dernière donc, défend la thèse de l'existence d'une véritable activité professionnelle parce qu'il y a suffisamment d'opérations que pour accréditer sa thèse, et aussi le fait qu'il ait arrêté son activité professionnelle, même sans prendre en considération son âge, pour l'administration, c'est un indice que remplace cette activité professionnelle la gestion immobilière. Et aussi l'administration s'appuie sur le fait que ce contribuable, vu ses qualifications professionnelles, donc de travail dans la construction, quand il a un petit problème à gauche à droite dans ses immeubles, c'est lui-même qui fait les interventions. Donc il offre une espèce de service à ses locataires, mais qui est lié à son passé professionnel. Voilà tous les éléments qui permettent à l'administration de dire « Monsieur, vous exercez une véritable activité professionnelle de gestionnaire de biens immobiliers ». Le contribuable va se défendre de son côté en disant « Mais non, vous faites fausse route, ce n'est pas une activité professionnelle de gestion immobilière, c'est bien une gestion normale de mon patrimoine privé. J'exerçais une activité professionnelle dans le secteur de la construction, mes premiers revenus, je les ai investis dans un immeuble. Et cet immeuble, au bout de quelques années, eh bien, il m'a permis d'avoir une aisance suffisante que pour investir dans un autre immeuble, et puis investir dans un autre immeuble. Je dirais n'importe qui dans les mêmes conditions peut faire cela, et c'est juste de la gestion pertinente de mon patrimoine privé qui a été financé avec les revenus de mon activité professionnelle, qui est mon activité dans le secteur de la construction. Et voilà, moi je gère mon patrimoine privé, c'est parfaitement normal, il n'y a rien à redire et les revenus que je perçois sont taxables au titre de revenus immobiliers. Alors, dans ce cas-là, la justice a tranché et elle a tranché en faveur de la thèse de la gestion normale de patrimoine privé. Et donc, en conclusion, vous voyez que une même situation de fait peut être constitutive d'un contexte différent qui débouche sur la survenance de revenus taxables différemment, revenus
immobilier ou revenu professionnel. L'idée d'aller pouvoir retrouver les critères. Alors, à l'heure actuelle, il y a assez bien de cas de jurisprudence sur des questions similaires. Hein, donc, des contribuables qui vont investir dans l'immobilier et réaliser soit des plus-values ou percevoir de nombreux loyers. Mais je dirais, pour qu'il y ait basculement vers la qualification de revenu professionnel, il faut, à mon sens, que ça aille un petit peu plus vite, donc que ce soit des opérations à court terme, avec des gros recours à l'emprunt, avec des risques qui sont importants. Et là, éventuellement, l'administration pourra taxer des revenus professionnels plutôt que des revenus immobiliers. Dans mon cas, de ce brave ouvrier qui a en fait juste investi intelligemment ses économies dans l'immobilier plutôt que sur des comptes en banque, eh bien, on était dans une situation où on était plus dans la gestion normale de patrimoine privé. Une dernière question qui se pose par rapport à mon exemple est la question de savoir, mais tiens, est-ce qu'on n'aurait pas pu taxer les revenus perçus par mon contribuable au titre de revenus divers? Hein, pourquoi? Parce que, ok, on n'est pas en présence d'une activité professionnelle, mais on aurait pu déceler une intention spéculative dans le chef de ce contribuable ou une gestion anormale de son patrimoine privé. C'est une bonne question et elle mérite d'être posée. La solution qui a été donnée par la Cour de cassation pour ce type de problème, c'est que dans ce cas-là, une qualification de revenus divers n'est pas possible. C'est soit revenu immobilier, soit revenu professionnel. Pas possible d'en faire des revenus divers. Donc, voilà la solution en droit, quoique, si on y réfléchit, les critères des revenus divers, on aurait pu éventuellement les appliquer à mon cas et à juste titre, sauf que la Cour de cassation a décidé que ce n'est pas possible, et quand la Cour de cassation décide, eh bien, ça va force, c'est ce qui fait autorité dans cette problématique, et dès lors, pas possible de qualifier dans ce cas de revenus divers. On verra un petit peu plus loin d'autres cas où on va pouvoir jouer avec les différentes qualifications de revenus. Première sous-catégorie de revenus professionnels taxables, les rémunérations des travailleurs, qui figurent à l'article 31 du Code. Alors, retenez ici 3 éléments. Donc, par rémunération, on entend 1. Les traitements salaires. 2. À l'exception des remboursements de dépenses propres à l'employeur. Donc, quand l'employeur indemnise le travailleur à concurrence des dépenses que celui-ci a dû effectuer pour compte de son employeur, eh bien ça, c'est pas de la rémunération. Et c'est assez logique. Si un travailleur est amené à passer une nuit d'hôtel à l'étranger pour l'exercice de ses fonctions, à supposer que ce soit le travailleur qui paye, avance les fonds, l'employeur lui rembourse, eh bien la somme remboursée, ce n'est pas de la rémunération, ce n'est pas un revenu taxable dans le chef du travailleur. Cela est parfaitement logique. J'ajoute sur ce point qu'il existe, sur base de circulaires administratives, un montant forfaitaire de remboursement de frais propres à l'employeur qui vont pouvoir être payés au travailleur lorsqu'il est en déplacement. Donc c'est forfaitaire, on n'a pas à rapporter des preuves.
Vous avez un travailleur qui exécute ses prestations de travail à l'étranger dans le cadre de missions. Eh bien, en fonction de l'état dans lequel il va se rendre, vous allez avoir un montant forfaitaire journalier que l'employeur va pouvoir lui attribuer à titre de remboursement de dépenses propres à l'employeur et ce montant ne va pas être taxable dans le chef du travailleur. Donc voilà pour ce deuxième élément qui est une exception. Troisième élément, les avantages de toute nature, ce qu'on appelle les ATN et que nous allons étudier au slide suivant. En pratique, le montant de la rémunération taxable, il figure sur la fiche 281-10 qui est la fiche de rémunération établie par l'employeur et qui reprend le détail de la rémunération et vous retrouvez le montant du revenu taxable. C'est d'ailleurs un document qui est communiqué à l'administration fiscale et les données qui figurent dans les fiches de rémunération sont reprises automatiquement dans les déclarations si vous utilisez TaxonWeb. Un mot maintenant sur les ATN, les avantages de toute nature. En la matière, pour déterminer le montant taxable au titre d'ATN, qui est une rémunération, donc un revenu professionnel, on se base sur l'article 36 du Code qui dit les ATN sont valorisés à leur valeur réelle. Principe général, exception, mais qui a une grande importance en pratique, c'est les régimes forfaitaires. C'est l'article 36 qui prévoit qu'on peut recourir à des forfaits, et c'est l'article 18 de l'arrêté royal du Code qui fixe toute une série de montants forfaitaires d'ATN que l'on utilise beaucoup dans la pratique. C'est intéressant de lire cette disposition en diagonale. Je la mettrai à votre disposition sur Moodle. Alors, parmi les exemples d'ATN forfaitaires que l'on retrouve à l'article 18, vous avez tout d'abord la mise à disposition gratuite d'un immeuble. Donc, c'est l'hypothèse d'un logement de fonction mis à disposition du travailleur par l'employeur. Et pour la détermination du montant forfaitaire de l'ATN, on se base sur une fraction du RC, une fraction du revenu cadastral, et c'est ça le montant constitutif de l'ATN taxable dans le chef du travailleur. Première hypothèse. Deuxième hypothèse que je vois avec vous, on ne les verra pas toutes, les repas sociaux fournis gratuitement, donc le repas dans le mess de l'entreprise fourni aux travailleurs, ça c'est un avantage de toute nature, taxable à concurrence d'un montant forfaitaire de 1,09 € par jour. Et enfin, ce que vous voyez également très souvent en pratique, les ATN liés à l'utilisation de PC, connexion Internet, tablette, GSM. Ici, je vous renvoie une annexe que je vais mettre sur Moodle qui vous décrit le contenu d'une circulaire qui fixe les ATN dans ces cas de figure. Le montant des ATN a été revu depuis le 1er janvier 2018. Voilà, ça fait une page, lisez ça en diagonale, vous ne devez absolument pas retenir par cœur les montants, ça n'a aucun sens, mais juste voilà, prenez connaissance et voyez les montants forfaitaires qui sont taxés dans le chef des travailleurs et qui sont sans commune mesure avec le coût réel que cela représente. Donc voilà pour le montant des ATN. Et aussi dans cette annexe, vous verrez qu'on parle des plans PC privés, à ne pas confondre avec l'ATN. Hein. Donc le plan PC privé, c'est une somme d'argent qui va pouvoir être allouée aux travailleurs par l'employeur pour que le travailleur achète un PC
qu'il sera amené à utiliser à des fins privées et à des fins professionnelles. Donc c'est l'employeur qui finance et la somme qui est donnée, ce n'est pas de la rémunération. C'est une hypothèse qu'on appelle ça plan PC privé, et c'est une hypothèse différente de l'ATN liée à la mise à disposition de l'ordinateur, où là, c'est l'employeur qui achète l'ordinateur, qui le met à disposition de son travailleur, et le travailleur est taxé sur un ATN à titre forfaitaire. Je vous ai mis également sur le slide un lien vers le site du ministère des Finances où une petite page est consacrée au régime de taxation des ATN. Un exemple archi fréquent d'ATN que l'on rencontre dans la pratique est l'ATN lié au véhicule de société. La société ou l'employeur finance un véhicule qu'il met à disposition du travailleur et le travailleur est taxé sur un avantage forfaitaire. La valorisation forfaitaire de l'avantage est super avantageuse, bien plus avantageuse que la valeur réelle que cela représente pour le travailleur. Et la valeur réelle de l'avantage, c'est l'économie du financement personnel du véhicule en question. Vous avez sur le slide les détails de la formule qui permet de calculer cet ATN. Je vous invite à la lire et à la comprendre. Il n'y aurait pas d'exercice lié au calcul précis de l'ATN forfaitaire. On laisse ça aux comptables et aux ordinateurs. Comment calculer l'ATN lié au véhicule de société? Je vous ai mis un lien vers le site de BDO qui comporte un calculateur extrêmement simple. Si vous avez un peu de temps, amusez-vous avec et rendez-vous compte, c'est ça l'essentiel, au-delà du calcul, que le montant forfaitaire qui est taxé dans le chef du travailleur qui bénéficie d'une voiture de société, il est sans commune mesure, il est complètement en deçà de l'avantage réel que cela représente. Cet avantage réel, c'est l'économie du financement d'un véhicule par ses propres moyens. Donc c'est très avantageux, c'est une niche fiscale et c'est normal que les employeurs y aient considérablement recours. Alors, ce système a fait et fait toujours l'objet de critiques importantes. Donc à terme, ce sera peut-être supprimé ou ce sera rendu moins favorable d'un point de vue fiscal. On verra ce qui sera concocté à l'avenir par le prochain gouvernement. Et il faut savoir que dans le passé, avant 2012, le régime était encore plus avantageux. Donc le montant forfaitaire qui était taxé était encore en deçà par rapport au montant actuel. Donc critiques qui sont adressées, vous avez la critique environnementale qui est au bout du jour et vous avez une critique au nom de l'égalité, de l'opportunité de recourir à cette niche. Vous devez vous rendre compte qu'en conservant pareille niche fiscale, ça génère des pertes de rentrée pour l'État, liées à la taxation avantageuse, et que cette perte de rentrée, c'est le reste de la collectivité, du moins ceux qui payent des impôts, qui la supportent. Et donc, c'est tous les contribuables qui payent des impôts qui financent le régime des véhicules de société. Et on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment pertinent, si c'est justifié que la collectivité finance des véhicules de société pour des travailleurs qui n'en ont pas toujours besoin. Parce que si vous regardez dans les faits, l'avantage est attribué systématiquement, mais il n'est pas nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle par le travailleur. C'est un plus
non négligeable et très important dans la pratique, mais voilà, les travailleurs qui bénéficient de véhicules de société, ces véhicules de société ne sont pas indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle, il faut bien s'en rendre compte. Voilà pour les critiques adressées. Alors, je me fais l'avocat du diable et je défends la position inverse. Si, il faut se rendre compte que cette niche fiscale, elle se justifie dans la structure de notre système fiscal. S'il y a des niches fiscales comme celle-là, qui sont prévues par la loi, c'est parce qu'on a un taux de taxation très élevé, trop élevé sur les revenus du travail. Et dès lors, si on est amené demain à supprimer l'avantage fiscal lié aux voitures de société, ben alors il faudrait peut-être songer à diminuer la taxation encore plus la taxation sur les revenus du travail pour compenser la perte de l'avantage que cela va représenter pour ceux qui en bénéficient. Point d'interrogation, je laisse ceci à votre sagacité. Remarque, pour affronter les critiques dirigées contre l'avantage fiscal que représentent les voitures de société pour les travailleurs, le dernier gouvernement a essayé de mettre sur pied des alternatives, parmi lesquelles on retrouve l'allocation de mobilité. Ça, c'était l'idée d'inviter certains travailleurs à renoncer à leur voiture de société et à bénéficier en contrepartie d'une somme d'argent moins taxée. Alors, il faut noter que ce régime cash for car a été annulé par la Cour constitutionnelle par un arrêt de janvier 2020, mais il y a maintien des effets jusqu'à fin de l'année 2020. Donc, voilà, à l'avenir, ça ne pourra pas exister. Et dans les faits, il y a très peu de travailleurs qui ont décidé de rentrer dans ce régime cash for car parce que ils préfèrent avoir leur véhicule de société et on ne peut pas les blâmer pour ça. En 2019, le gouvernement a établi ce qu'on appelle un budget mobilité. Et ça, c'est un peu l'idée, un peu la même idée que derrière le cash for car, mais c'est plus général. C'est l'idée que les employeurs vont pouvoir allouer un budget à leurs travailleurs pour financer leur coût de mobilité, pas nécessairement un véhicule, et ce budget va être faiblement ou avantageusement taxé dans le chef du travailleur. Je ne rentre pas ici dans les détails, on voit juste que ça existe et pourquoi ça existe. Je vous ai mis un lien, vous pourrez éventuellement vous renseigner, mais je crains que ce budget mobilité ne rencontre pas un grand succès parce que tout le monde tient à sa voiture de société, du moins tous les travailleurs tiennent à leur voiture de société faiblement taxée. Parmi les ATN, vous avez une espèce particulière que sont les avantages sociaux. Les avantages sociaux, ils sont visés à l'article 38 du Code. L'article 38, c'est une disposition en matière de revenus professionnels qui prévoit les exonérations. Donc, les avantages sociaux, ce sont des ATN qui ne sont pas taxables dans le chef du travailleur. Ils sont non taxables dans le chef du travailleur et par conséquent non déductibles dans le chef de l'employeur qui les attribue. Alors vous avez trois catégories d'avantages sociaux définies par le Code. Je n'insiste que sur les deux dernières en vous donnant un exemple. Vous avez les avantages qui, bien que personnalisables, n'ont pas le caractère d'une véritable rémunération et rentre dans cette définition l'assurance hospitalisation que l'employeur prend en charge pour son travailleur.
eh bien, le travailleur n'est pas taxé sur cet avantage. Or, une bonne assurance hospitalisation, ça a un certain coût de l'ordre de plusieurs milliers d'euros par an, donc qui peut être payé par l'employeur et non taxé dans le chef du travailleur. Ce n'est pas déductible pour l'employeur. Vous avez enfin les menus avantages ou cadeaux d'usage obtenus à l'occasion ou en raison d'événements sans rapport direct avec l'activité professionnelle, comme le mariage ou la naissance d'un enfant. Donc, lorsque l'employeur fait un petit cadeau, ça peut être une somme d'argent vis-à-vis de son travailleur à ces occasions, eh bien, l'avantage en question ne va pas être taxé dans le chef du travailleur. À titre d'exception de l'exception, vous avez parmi les avantages sociaux les petits avantages sociaux qui, eux, sont non taxables dans le chef du travailleur, mais déductibles dans le chef de l'employeur. Et vous retrouvez dans cette sous-catégorie les distributions de potage, café pendant les heures de travail, les voyages collectifs de maximum un jour, la mise à disposition d'une salle de réunion, certains cadeaux modiques à Noël ou à la Saint-Nicolas, ou le transport collectif du personnel du domicile vers le lieu de travail. Donc ça, la dépense est déductible pour l'employeur, l'avantage n'est pas taxable pour le travailleur. Alors, si je récapitule de manière générale, dans la notion de rémunération, la première catégorie de revenus professionnels taxables, donc vous avez la sous-catégorie des ATN, ATN qui sont taxables à leur valeur réelle, mais en pratique, c'est souvent des valeurs forfaitaires. Parmi les ATN, vous avez la sous-catégorie des ATN avantages sociaux, qui eux sont non taxables dans le chef du travailleur et non déductibles dans le chef de l'employeur. Et dans les avantages sociaux, vous avez la sous-catégorie des petits avantages sociaux qui sont non taxables dans le chef du travailleur et déductibles dans le chef de l'employeur. Ouf, on a vu toutes les catégories. Alors, le régime fiscal des chèques repas est assimilé, les éco-chèques et les chèques sport, eh bien, c'est une partie de la rémunération qui va être considérée comme des avantages sociaux, donc non déductibles dans le chef de l'employeur et non taxables dans le chef du travailleur. En ce qui concerne les chèques repas, vous avez toute une série de conditions à respecter, notamment quant au montant, quant à la fréquence. On ne voit pas ça ici dans les détails. Sachez juste que c'est de la rémunération en nature. Et parmi les ATN, il s'agit de la catégorie des avantages sociaux. La dernière chose que je voulais ajouter au sujet des ATN, c'est que dans l'hypothèse où le travailleur contribue, rembourse une somme d'argent à son employeur pour compenser le fait d'avoir bénéficié de l'ATN, cette somme d'argent va venir en déduction du montant taxable de l'ATN. Si pour compenser le fait de bénéficier d'un ordinateur portable, le travailleur rembourse 50 € à son employeur, eh bien l'ATN va être fixé sur base du montant prévu dans la circulaire, moins 50 € la contribution personnelle du travailleur pour la mise à disposition de l'avantage. C'est quelque chose qu'on fait très souvent aussi pour les véhicules de société. J'en termine là pour les rémunérations des travailleurs et j'en arrive à la seconde sous-catégorie de revenus professionnels taxables, les rémunérations de dirigeants d'entreprise qui sont visées à l'article 32 du Code dont on a déjà un petit peu parlé. Alors, c'est qui
les dirigeants d'entreprise en question, ce sont les personnes qui exercent un mandat d'administrateur, de gérant ou une fonction analogue au sein d'une société. Donc, ce sont les mandataires statutaires, hein, donc c'est les statuts qui leur attribuent la qualité de dirigeant au sens droit des sociétés. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, ce sont les personnes qui exercent au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financière ou technique en dehors d'un contrat de travail. Donc, ça vise, dans les faits, un directeur commercial d'une société qui est engagé dans les liens d'un contrat d'entreprise, donc qui agit en tant qu'indépendant. S'il agit en tant que salarié, eh bien, il est travailleur salarié et ses rémunérations tombent dans la catégorie des rémunérations de travailleurs salariés. Donc, dans l'hypothèse où il y a une fonction dirigeante et qu'elle est exercée en dehors d'un contrat de travail, ce sera un contrat d'entreprise, eh bien, vous allez avoir une autre catégorie de dirigeants d'entreprise au sens fiscal qui n'est pas la même que la première, à savoir le dirigeant au sens statutaire des statuts du terme. Pourquoi est-ce qu'on distingue ces deux catégories de dirigeants d'entreprise? Eh bien, parce qu'il y a des règles différentes qui s'appliquent entre ces deux catégories. De manière analogue aux rémunérations de salariés, vous retrouvez, en ce qui concerne les rémunérations de dirigeants, vous retrouvez la rémunération en numéraire, en somme d'argent à proprement parler, ce sont les tantièmes, jetons de présence, émoluments. Vous retrouvez l'exception remboursement de frais propres à la société, qui est la même chose que les remboursements de frais propres à l'employeur. Vous avez une autre exception que sont les dividendes retirés de la société. Ce n'est pas des revenus professionnels. Hein, donc ça vise l'hypothèse du dirigeant d'une société qui est sur le côté actionnaire de celle-ci. Alors dans le cadre de sa fonction de dirigeant, il va retirer des revenus professionnels de dirigeant d'entreprise, taxables à ce titre. Et en sa qualité d'actionnaire, il va percevoir, le cas échéant, des dividendes qui constituent des revenus mobiliers taxables dans son chef. Donc une double casquette et les deux fonctions, les deux statuts, si on peut dire, vont être combinés dans le chef du même contribuable. Mais donc le dividende, ce n'est pas de la rémunération parce que ça trouve sa source dans l'investissement en actions qui donne lieu à un revenu, mais ce revenu, ce n'est pas un revenu professionnel. Vous retrouvez pour les dirigeants d'entreprise le concept d'ATN, idem que pour les travailleurs. Attaquons-nous maintenant aux règles particulières qui concernent les dirigeants de la première catégorie, les dirigeants statutaires. Deux règles que nous avons déjà vues, la requalification des loyers en revenus professionnels, qu'on a vu dans le chapitre sur les revenus immobiliers, ça s'applique à cette catégorie de dirigeants, ainsi que la requalification d'intérêts en dividendes, qu'on a vu dans le chapitre sur les revenus immobiliers, ça s'applique uniquement aux dirigeants de la première catégorie. Troisième règle qui s'applique est celle du principe d'attraction. Derrière le principe d'attraction, vous avez l'idée que toutes les sommes qui sont attribuées par la société à ce dirigeant de la première catégorie vont être constitutives de revenus professionnels, revenus de dirigeants d'entreprise, ce qui exclut d'autres qualifications. Quelle est l'idée et la justification derrière ça? C'est que dans certains cas, vous avez, dans la pratique, des dirigeants d'entreprise, donc une personne qui est administrateur d'une société, qui, par ailleurs, exerce une mission de direction dans le cadre de la même société. Et cette fonction de direction est
exercé dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, l'administrateur au sens statutaire, sur le côté, il est employé par la même société dans le cadre d'un contrat de travail. Il est par exemple directeur commercial, il est par exemple directeur juridique. Et cette seconde activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail. Sur base du principe d'attraction, dont il va être fait application dans ce cas, eh bien, toutes les sommes retirées par cette personne de la société vont être constitutives de rémunération de dirigeants d'entreprise. Donc, ça fait échec à la double qualification qui devait normalement résulter de la situation. Double qualification, ce serait d'un côté, j'ai mes rémunérations de dirigeants et de l'autre, j'ai mes rémunérations de travailleurs salariés. Si on suit les contrats qui lient ce dirigeant à sa société, c'est ça qu'il faudra appliquer. Sur base du principe d'attraction, exception, on va tout considérer comme étant des rémunérations de dirigeants. Alors, l'objectif derrière tout cela, c'est d'éviter que dans cette hypothèse, le contribuable puisse bénéficier de deux forfaits de frais professionnels déductibles. Donc, on verra ça un petit peu plus loin. Quels sont les montants déductibles des revenus professionnels? Il y a des forfaits pour les travailleurs salariés, des forfaits de frais professionnels déductibles pour les dirigeants d'entreprise. Si on suit les faits dans mon cas, eh bien, le contribuable serait en droit de prétendre à l'application d'un double forfait, ce qui serait plus avantageux, trop avantageux à considérer le législateur, et donc, par l'application du principe d'attraction, un seul forfait, excusez-moi, est attribué à ce contribuable, dirigeant de la première catégorie, seulement le forfait applicable aux dirigeants et pas celui applicable aux travailleurs salariés. Troisième sous-catégorie de revenus professionnels, les profits des professions libérales. Donc, ça vise ici les professions libérales, c'est le cas de le dire, avocats, médecins, architectes, experts fiscaux, écrivains, artistes, réviseurs d'entreprises. Et ça vise également certaines charges et offices que sont celles des notaires, huissiers, indemnités des parlementaires. Je ne rentre pas dans la dernière hypothèse qui est celle des autres occupations lucratives. Ce serait trop flou à l'heure actuelle et ce n'est pas super important en pratique. Donc, ces titulaires de profession libérale recueillent des profits. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer cette sous-catégorie de revenus professionnels taxables à celle qui vient, celle de bénéfices des entreprises. Comparons les profits des professions libérales aux bénéfices des entreprises. À titre d'exemple d'entreprises qui génèrent des bénéfices sur le plan fiscal, je vous donne l'exemple du boucher du coin. C'est une entreprise et il ne répond pas aux conditions de la définition de profession libérale telles qu'on les a vues au slide précédent, donc c'est une entreprise. Et fiscalement, ce n'est pas la même chose. Premier élément de comparaison, la base de taxation. Le titulaire de profession libérale, il est taxable sur ses recettes, là où l'entreprise personne physique, est taxable sur base de ses créances. Lorsqu'un titulaire de profession libérale, lorsqu'un avocat émet une facture, il n'est pas taxé sur le montant de la facture, il est taxé uniquement si la facture est payée par son client, s'il y a quelque chose qui rentre dans la caisse, une recette. L'entreprise, elle, est taxable sur le montant de la créance. Cela s'explique pour des raisons comptables qu'on verra un petit peu plus loin, mais sur le plan technique, l'entreprise est soumise à la comptabilité des entreprises. Quand on enregistre une créance dans sa compta, on enregistre un produit sur le compte de résultat et le compte de résultat est la base pour déterminer ce qu'on entend par bénéfice taxable. Donc quand il y a un plus dans le compte de résultat, on a un bénéfice taxable. Si
Donc on est taxable qu'on soit payé ou pas. Éventuellement, si on n'est pas payé, et pour autant qu'on soit dans les conditions, l'entreprise va acter une réduction de valeur sur la créance et la réduction de valeur sera une charge déductible qui pourra être prise en compte au moment où elle est enregistrée. Mais il y a des conditions. Premier élément de comparaison. Deuxième élément de comparaison, qui ne comporte plus à l'heure actuelle de différence, c'est au niveau des frais déductibles. Initialement, les titulaires de profession libérale pouvaient soit recourir aux charges réelles, donc je déduis mes frais réels, ou alors se voir appliquer un forfait de frais professionnels déductibles. Pour les entreprises, c'était que le système des charges réelles qui s'appliquait, sauf que à partir de l'exercice d'imposition 2019, donc c'est assez récent, eh bien, un système de forfait de charges professionnelles est admis pour les entreprises également. Cette mesure a été prévue en même temps que la réforme de l'impôt des sociétés. Même si ça ne parle pas d'impôt des sociétés, ça parle d'impôt des personnes physiques pour les entreprises personnes physiques. Troisième élément de comparaison, plus sur le plan comptable, mais ça a une répercussion sur le plan fiscal, c'est par rapport à l'étendue des obligations comptables. Un titulaire de profession libérale, ce n'est pas une entreprise au sens de la loi sur la comptabilité des entreprises, et dès lors, il n'est pas soumis aux mêmes obligations comptables. Ces obligations comptables sont limitées, c'est une comptabilité de caisse avec des plus, des moins, et je dirais, la conséquence sur le plan fiscal, c'est que là, on comprend mieux pourquoi il est taxé que sur ses recettes, parce que sa compta ne permettra, si elle est suivie à la lettre et que le contribuable ne va pas plus loin, eh bien, elle ne permettra de faire apparaître que des recettes. Quand on enregistre une créance dans une comptabilité de caisse, eh bien, déjà, on n'enregistre pas de créance et ça n'a aucun effet sur la comptabilité de caisse. L'entreprise personne physique, elle est soumise à toutes les obligations comptables et dès lors, ça a des répercussions, taxation sur les créances, et le fisc va exiger de ses contribuables qu'ils tiennent une comptabilité qui soit considérée comme probante, c'est-à-dire suffisamment précise, concordante, que pour pouvoir servir d'élément de preuve vis-à-vis de l'administration.